tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, Covid-19, le sujet s'invite une fois encore au menu de votre émission débat 100% Bénin. Confinement, couvre-feu, fermeture des lieux de culte, des écoles, des frontières, des aéroports, la thérapie du choc adoptée par bon nombre d'États sur le continent africain et au-delà, en réponse à la propagation effrénée du coronavirus, mesdames, messieurs, semble faire graduellement tache d'huile au Bénin. Fermeture des lieux de culte, oui, mais pas que cela. Depuis quelques heures, au compteur, on pourra compter d'autres mesures. Après les appels incessants, il faut le mentionner, la fermeture des écoles, mesdames, messieurs, est désormais actée et bien d'autres mesures restrictives avec. Seulement, pour bon nombre de citoyens, il faudra aller bien plus loin dans les actions. Covid-19 au Bénin, agir en chef de guerre, une obligation pour l'État de sachant sur ce plateau pour nous aider à apprécier les mesures qui sont actuellement prises, celles peut-être à venir et ensuite la responsabilité de chacun face à une pandémie qui n'a pas Dieu et qui ne connaît ni pauvres ni riches. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue sur ce plateau en notre compagnie pour nous accompagner. Il a nom Ayelodou Vincent Eoulé, un nom qui veut dire beaucoup. Agent de santé, il est amnésiste au CNHU HKM. Ayelodou Vincent Eoulé, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'être en notre compagnie. Oui, c'est moi. Une combinaison de noms, des noms qui parlent beaucoup en dehors de Vincent. Effectivement. Qui veut tout dire. Exactement. Plus produit d'Afrique. Oui, très attaché à sa racine. Plus d'Afrique. Merci d'être en notre compagnie. En face de lui, mesdames, messieurs, Fidel Kika. Il est le directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. Il a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes. Fidel Kika, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. On va donc y aller. Covid-19 au Bénin, mesdames, messieurs. Le sujet fait grand bruit dans les ménages, toutes couches socio-professionnelles confondues. De deux, le Bénin, en tout cas, au compteur, actuellement, compte 3 nouveaux cas importés, portant à 5 le nombre de cas officiellement enregistrés. Alors, face à ce chiffre qui pourrait très rapidement évoluer, que faire? Avant de nous retourner vers nos invités, permettez, civilité oblige, Vincent Eoulé, nous avons une pensée pour tous les agents de santé par ces temps-ci qui sont au front, il faut le dire, mais dans quelles conditions? Alors, depuis l'avènement de cette pandémie, et un cas d'abord enregistré au Bénin, on en est aujourd'hui à 5. Comment l'agent de santé vit-il ce drame avec les patients et ensuite, puisqu'il est de la population, avec la masse populaire? Merci Joël, merci pour l'opportunité que vous nous donnez à aborder cette préoccupation qui est devenue une préoccupation mondiale. Et c'est vrai, et un regard spécial à tout le personnel de la santé, qu'il soit au Bénin ou ailleurs, et qui se retrouve au front. Puisqu'on parle de la maladie, on ne peut que parler de soignants. Et si c'est une guerre qui est enclenchée de par tout le monde, il n'y a que les agents de santé qui soient comme des soldats pour aller au front. C'est évidemment pour ça que depuis la restriction des sorties, de quoi personne n'a dit aux agents de santé de rester à la maison, ils ne le diront pas. Et tout le monde, parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes des sachants, nous sommes au front et nous devons faire face à cette guerre, et sinon nous aurions laissé ce pourquoi nous avons prêté serment. Mais actuellement, sans fausse modestie, il faut comprendre que tout le corps sanitaire au Bénin, en Afrique comme dans le monde, vit de la psychose. De la psychose, et depuis que nous avons été informés que des médecins, des soignants aussi sont morts, voulant soigner les autres, sont morts, on se dit que nous devons faire face, mais nous vivons de la psychose. Et vous nous donnez l'occasion quand même de dire un peu ce que nous pensons à cette population qui doit s'aider et que nous devons aider également à ce que nous puissions affronter ce danger. Et de la première fois dans l'histoire, et qui vient créer à la tête de soignants ou de non-soignants toute une psychose. Moi, je pense qu'à l'étape
où nous sommes, nous devons nous redonner le moral et faire face à l'enjeu parce que nous n'avons nulle part à aller. C'est de notre nation, c'est de notre pays. On ne peut fuir pour aller dans aucun pays. On ne peut fuir pour aller quelque part parce que ça a quitté même ailleurs pour le Bénin. Donc moi je pense qu'au lieu que nous soyons dans la psychose, nous devons faire face. Nous devons éduquer plus la population et pour nous donner l'occasion d'en parler parce que nous avons des comportements, nous avons des faits, nous avons de stress, nous avons cette population qui méconnaît totalement le minimum de règles aujourd'hui et il faut qu'on en parle pour que nous puissions nous aider à affronter cette maladie mondiale, cette pandémie où on ne sait où on pourra aller. Merci Vincent Eoulé de nous rassurer qu'au-delà de tout, de la psychose que vit l'agent de santé, reste déterminé à rassurer, a surtout conduit à distresser le grand nombre qui, là, ne sait plus où mettre de la tête. Alors, Fidèle Kikan, avant d'aller plus loin à vous, j'aimerais bien poser cette question au nom de tous ceux-là qui regardent et disent, mais tiens, on peut comprendre que, parlant de droits humains, Amnesty International répond présent. Mais là, on parle de santé. Amnesty n'est pas agent de santé, il n'est pas dans les hôpitaux. Alors, que répondez-vous à tous ceux-là qui s'interrogent? Pourquoi cet engagement d'Amnesty International depuis qu'on a commencé par parler de coronavirus? Le coronavirus a été déclaré comme une urgence sanitaire mondiale par l'OMS. Et donc, quand on parle de la santé, on parle de droit à la santé. Et associé au droit à la santé, il y a le droit à l'information, il y a le droit aux soins de qualité, il y a ces droits il y a le droit à la non-discrimination dans la provision des soins. Et puis, deuxièmement, ces droits appellent de l'État les 3 obligations qu'on attend d'un État en matière de droits de l'homme, c'est-à-dire l'obligation de protéger, l'obligation de protéger, donc l'obligation de promouvoir et l'obligation de respecter. Alors, voilà les raisons fondamentales pour lesquelles nous sommes aussi intéressés par la pandémie actuelle. Mais la 3e raison fondamentale pour laquelle nous avons commencé à lever de la voix, c'est parce que nous avons eu l'impression, quand les 11 premières décisions de l'État sont sorties, qu'il y a eu entorse aux 3 obligations que nous attendions. Certainement dans le cours de notre échange, on va aborder ça. Donc voilà les 3 raisons qui fondent et de façon totalement privilégiée notre position et notre voix au chapitre sur la pandémie actuelle. Merci donc de prendre à bras le corps une préoccupation qui, en tout cas à la première vue d'ailleurs, concerne tout le monde. Et des raisons pour Amnesty International d'être de la lutte. Les voilà, vous les savez, désormais vous qui vous interrogez, le droit à la santé, un droit inaliénable. Alors, je me retourne vers vous, Vincent Eoulé. Les données sont là, les chiffres officiels renseignent de ce que de 2, on est passé à 5. C'est vrai, les 2, en croient toujours les autorités, leur santé serait des plus stables. Quand on prend d'abord ces chiffres officiels, comment l'agent de santé apprécie? Oui, moi je pense que le ministre de la Santé l'a plusieurs fois dit, et nous croyons en lui que le gouvernement a décidé de faire de la transparence totale par rapport à tout ce qui est reçu comme statistique en matière des malades entrant au pays. Et jusque-là, nous n'avons assisté que des malades importés. Et je crois, les malades qui ont été déclarés avant-hier, et je crois qu'il n'y a que quelqu'un qui ait pu, avec son enfant, qui est un élève naturellement, qui ait pu se transmettre dans leur maison. Moi, je pense que jusque-là, nous devons faire l'alerte, mais il n'y a pas encore de péril dans la demeure. La seule chose primordiale à faire, c'est de la discipline de la population. C'est de la discipline parce que l'épidémie n'a pas commencé par nous. Et nous devons prendre l'exemple des autres pays qui ont vécu ce drame. Quand je dis drame, quand je rapporte un peu le cas de l'Italie, qui est le cas le plus patent et le plus écœurant, le samedi 793, le dimanche 651, je parle des décès, et que le lundi, quand on est venu à 602, on se dit que ça regresse. Mais on parle de décès, on parle de mort. J'imagine un pays d'Afrique où nous avons 100 décès par jour. Je prends l'exemple de Bénin quand on dit 100 personnes décèdent par jour. Il ne faut pas
voir avant de croire ce qui se passait, du drame En tout mondial. cas, pour vous qui venez de prendre juste son bout de phrase, là, il s'agit pas de cas avérés au Bénin. Ah, il est dans les hypothèses, d'accord. Bon, on continue, oui. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a 100 décès au Bénin, j'imagine le moral de la population. Et j'imagine les conditions dans lesquelles ces inondations seront faites et certaines populations ne seront même pas d'accord. Parce que je vous dis, jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui pensent que c'est faux ce qu'on est en train de dire. Jusqu'à là, nous Je vous parlons. le dis, il y a des gens qui pensent que c'est faux, que c'est les Blancs qui nous trompent parce qu'on ne leur montre pas de corps, ou bien c'est pas, ils ne vivent pas la réalité. Et moi, je pense qu'il ne faut pas imaginer vivre un seul décès au Bénin. Parce que lorsque les gens n'auront pas les moyens éventuellement, et n'auraient pas déclaré leurs malades jusqu'à mourir, et ils vont organiser leur inhumation dans des conditions que je vais imaginer. Vous pensez, j'ai donné l'exemple à plusieurs personnes aujourd'hui au boulot, par exemple, pour dire, si 100 personnes décèdent au Bénin, et que dans ces 100, 10 meurent à la maison, ces 10, ils auront au moins 10 pour assister à ces enterrements, quelles que soient les conditions. Parce que chacun va réclamer aller assister aux obsèques de son parent. Nous sommes des Africains. Je dois voir la figure de ma maman ou de mon frère avant qu'on ne l'enterre. Alors que ce que nous vivons, le mode de transmission est très simple. Manu porté, déposé partout, figure dans l'air ambiant. Et aujourd'hui, lorsqu'on projette ces gouttelettes de fluide dans l'air, vous savez, on peut consulter tout le monde avec son Android, son smartphone, peut tout consulter aujourd'hui. Que ce qu'on projette dans l'air peut faire 3 heures de temps avant de disparaître ou avant de mourir. Et ça peut être comme des particules dans l'air. Lorsque vous circulez et que vous recevez dans la bouche ou dans le nez, les fosses nasales, ça va directement au niveau des poumons et ça se multiplie, ça bouge, ça vous donne de détresse respiratoire. Et quand on parle de détresse respiratoire, c'est un organe vital, extra-vital. Donc lorsqu'une maladie attaque votre respiration, imaginez les conditions dans lesquelles nous sommes, l'habitude de faire recours à une formation sanitaire. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas accès à ces informations comme nous en ville. Et rapidement diffuser. Et c'est pourquoi je dis que la discipline de la population est le rôle majeur. En Chine, si on a eu une régression assez rapide de l'épidémie, c'est à cause de la discipline de la population. Ce n'est pas que le traitement. La discipline du groupe. La Mais discipline si de la population. Vous annoncez là qu'ils sont nombreux, les Béninois, à encore banaliser le mal. Cela signifie que l'information n'a certainement pas encore touché le Oui, grand c'est-à-dire nous devons descendre. Ce que nous faisons, nous devons descendre. On doit sensibiliser. On doit démontrer comment est-ce que la maladie se contracte. Pour que personne ne banalise. Parce que ça paraît banal maintenant. Les gens disent, je vais prier, le Seigneur fera, ça ne viendra pas. Oui, le Seigneur a déjà fait pour le Bénin ou bien pour l'Afrique en général, que nous ayons déjà l'exemple d'autres pays. Et moi, je pense Il faut s'en inspirer. Il faut s'en inspirer. Il faut s'en inspirer. Aujourd'hui, le Bénin constate malheureusement, en quoi les autorités qui auraient bien souhaité en rester juste à ces 2 cas, que c'est passé désormais à 5. Vivement que cela ne s'alarme, disait le ministre pour reprendre son expression. Mais le ministre souligne qu'aucun cas au plan local. Et pour ça, il est urgent que chacun joue à fond sa partition concomitamment avec l'État. Cette adresse, comment vous l'apercevez spécifiquement? Une conjugaison des efforts. Non, c'est clair que devant la pandémie, il faudrait une conjugaison des efforts. Forcément. Forcément. Et je suis totalement d'accord avec monsieur. Monsieur Oulé, oui. Oui, que voilà, il faille informer les populations et que les populations agissent. Mais je ne suis pas serein. Vous n'êtes pas serein? Je ne suis pas serein pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport aux statistiques elles-mêmes, au plan mondial. Vous savez, juste là, nous avons 5% de décès sur l'assiette de cas identifiés et nous n'avons que 20% ou 30% de récupération. Ça veut dire qu'en plus des 5% de décès, nous avons 65% de personnes qui ne sont pas récupérées et qui peuvent balancer des 2 côtés. Et les statistiques nous renseignent que ces personnes qui ont été identifiées font à peine 1/30 des personnes réellement contaminées. Par quels moyens nous sommes capables aujourd'hui au Bénin
de dire que nous n'avons que ces 5 personnes-là. Surtout quand on a vu les hésitations du début. Et jusqu'à présent, les hésitations qu'il y a eu. Des personnes mises en confinement qui se sont soustraites. L'aéroport qui a hésité. En réalité, le Bénin a été rattrapé par la fermeture des frontières. Le Bénin n'a pas fermé ses frontières. Le Bénin s'est vu isolé parce que les pays environnants ont fermé leurs frontières. Tout cela inquiète. Donc, pour dire, la manière dont statistiquement le drame se comporte ne nous rassure pas que ces 5 cas. Oui, on appelle de tous nos voeux, mais ça ne nous rassure pas que ces 5 cas sont les seuls. La deuxième raison, nous avons une population qui n'est pas forcément habituée à la pratique de la santé publique. On n'a pas une population éduquée à la santé publique. Parce que, j'ose le dire, les autorités de la santé publique n'ont pas habitué les populations à leur expliquer divers phénomènes. Je ne vais pas remonter dans des trucs, mais on a eu plein de phénomènes ici, mais on n'a vu aucune autorité monter au créneau, dire aux gens, voilà l'explication de ce qui se passe, voilà le comportement que vous devez avoir. Moi, je pense au contraire que la prise de conscience a été plutôt du côté des populations, ne serait-ce que les populations urbaines cette fois-ci. Parce que aucun conseil, en tout cas, de ma mémoire de Béninois, aucun conseil des ministres, à part le terrain politique, n'a été attendu comme ce conseil extraordinaire qui s'est tenu. Les gens ont veillé, les gens toute la journée attendaient ce qui allait se passer. Et quand finalement les décisions ont été prises, vous avez vu la pression qui a été mise au niveau de la population. C'est plutôt la population qui a pris le devant et qui a poussé le gouvernement à prendre des mesures correctives. Vous avez entendu des gens, le gouvernement n'est pas, je suis gouvernant de mes enfants, je retire mes enfants de l'école. Oui, on a entendu ça. Et à un moment donné, je pense que s'il n'y avait pas eu la deuxième vague de décision du gouvernement, on craignait clairement ce qu'on peut appeler la désobéissance civile. Donc, dans ces conditions, moi, je ne veux pas faire l'insulte à la population, que les populations ne sont pas averties. Mais le niveau d'instruction, d'éducation de la population peut faire défaut. C'est pour ça que ne pas utiliser aujourd'hui suffisamment et abondamment les canaux communautaires de communication. Je disais dans une localité la dernière fois, si c'est les 10 000 francs que dont vous manquez pour lancer les crieurs publics, dites-nous, nous allons vous donner les 10 000 francs et vous allez lancer les crieurs publics. Parce que, non, pas, je le disais de moi-même, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si véritablement nous avons utilisé ces canaux-là. Et même si nous les utilisons, n'oublions pas que nous avons une population que nous n'avons pas préparée à ça et qui est normalement analphabète. Une troisième raison qui ne me rend pas du tout, qui m'inquiète, donc je ne suis pas aussi posé que monsieur, c'est les 10 milliards, c'est bien. Les 200 appareils respiratoires, c'est excellent. Mais on s'est rendu compte que le minimum pour la prévention, quand on a fini de parler aux populations, les coûts ont été renchéris, les mesures ont annoncé que les coûts devaient être encadrés, mais aujourd'hui, les coûts n'ont pas été encadrés. Vous faites allusion à quoi, précisément ? Les masques, par exemple, le gel hydro-machin, même le mécanisme de lavage des mains simple qu'on connaissait. C'est des choses sur lesquelles on aurait pu, en plus du mécanisme de communication traditionnel qu'on connaît, de proximité qu'on connaît, c'est des choses dont on aurait pu s'occuper tout de suite pour montrer aux populations que le tam-tam a changé et donc les pas de danse devaient changer. Donc aujourd'hui, cet attentisme, cette hésitation, toutes ces hésitations ajoutées au comportement statistique très accéléré du phénomène ne me rassure pas du tout que nous sommes effectivement à 5 cas. Et d'ailleurs, on n'a aucun mécanisme pour le savoir. Est-ce qu'il y a eu un dépistage systématique ?
Pas encore. On espère que ça viendra. On a eu de l'autre côté des kits, à ce qu'il paraît, l'agent de santé va nous rassurer, pour permettre qu'on aille vers le dépistage systématique, en tout cas du grand nombre. N'est-ce pas, Vincent Eoulé? Oui, je pense que nous sommes en période de maladie, et la maladie là ne connaît pas politicien, ne connaît pas civil, ne connaît pas journaliste, ne connaît pas agent de santé. C'est ça. Chacun doit jouer sa partition comme si il fait face à cette maladie. Et il y a 3 aspects qu'il faut voir. Le gouvernement doit prendre ses mesures comme il est en train de le faire. C'est vrai que beaucoup de Béninois, beaucoup de populations veulent que dès que le Burkina fait ça, lorsque le Mali fait ça, lorsque le Japon fait ça, lorsque tout le monde a envie qu'on fasse la même chose. Mais je pense que nous avons une politique sanitaire nationale que le gouvernement est en train de respecter. C'est de leur droit. Mais moi, mon inquiétude a été que nous, population même, nous n'avons pas compris ce que c'est que l'hygiène. C'est pourquoi je l'appuie du fait que nous ne sommes pas préparés suffisamment à ça. Et il faut que nous jouons nos responsabilités, les ONG, même les responsables locaux que nous avons, les délégués, devaient apprêter des gens pour gongonner partout. Même le port des masques. Il faut montrer à cette population comment est-ce qu'il faut porter des masques. J'ai vécu des situations dramatiques. C'est-à-dire? Des gens sont dans leur véhicule, au volant. Ils portent des gants, ils mettent leur masque, ils sont crispés dans leur voiture climatisée. Ils sortent, ils vont au niveau ils vont accomplir des choses, ils reviennent avec les mêmes masques dans leur voiture. Du coup, s'il avait ramassé des microbes, il aurait ramené ça encore dans sa voiture. Et comme ça, on entretient une chaîne. Normalement, après usage temporel, il faut s'en débarrasser. Les gants que je vois les gens porter aujourd'hui, même des responsables politiques porter aujourd'hui, c'est des gants à usage unique. Vous voulez faire une activité, ponctuelle. Vous finissez l'activité et vous déposez le gant. Et la manière de porter et la manière d'enlever n'est pas du tout la même chose et n'est pas connue de cette population. Et vous pouvez déjà avoir des microbes dans votre main, vous portez des gants là-dessus. Vous finissez, les microbes que vous avez derrière, vous ramassez encore, vous portez davantage. C'est pour ça, aujourd'hui, là, c'est très simple. La manière la plus simple de toutes les méthodes, de toutes les procédures utilisées aujourd'hui en matière d'hygiène, c'est se laver les mains avec du savon. Ça peut être du coquille, que ce soit du savon, lavons-nous les mains. Matin, midi, à tout moment, lavons-nous les mains. En permanence. En permanence. On se lave les mains. On évite d'apporter les mains au visage. Sérieusement. Et protéger les fosses nasales, la bouche. Parce que je vois beaucoup aujourd'hui porter les bavettes là aujourd'hui, ils laissent les fosses nasales qui représentent les voies les plus principales pour y aller. Et il faut la bouche. D'autres, ils laissent la bouche pour pouvoir parler. D'autres s'essoufflent avec des trucs non conformes que les gens utilisent sur les chantiers. Donc aujourd'hui, ce qui pose, c'est un véritable problème. Est-ce que déjà, même en France, les masques, c'est maintenant que les gens sont en train de commander. Personne ne s'y est préparé. Vous ne voyez pas? J'étais dérangé quand le ministre français vient à la télé pour citer le nombre de Kazakhs donnés à un agent de santé par semaine. Je me suis dit que nous sommes en guerre mondiale, nous sommes en guerre de maladie. Une situation qu'on ne doit pas banaliser. Lorsque nous sommes à l'hôpital et que nous sommes les soldats au front, et que moi je suis dans une équipe de 9 personnes par exemple, nous utilisons notre bureau commun, nous sommes 9. J'en ai posé aux collègues aujourd'hui. Lorsque j'attrape cette maladie parmi vous ici, on nous met en quarantaine. Nous les soldats là, on nous met en quarantaine. Voilà que nous ne travaillons pas seuls. L'équipe avec laquelle nous travaillons, plus de 20, 30 personnes, on met en quarantaine. Ceux-là sont allés à la maison, on met leur famille en quarantaine. Ceux-là sont allés dans d'autres services, on met tout le monde en quarantaine. Qui va soigner les autres? C'est pourquoi, sans fausse modestie, il faut prioriser les agents de santé aujourd'hui. Vous voyez, j'ai lu dans les rangs, je ne sais pas si c'est aux États-Unis d'Amérique ou quelque part, où ils sont allés faire les tests, j'en viens aux tests. Personne ne s'est préparé pour ces tests systématiques dont vous parlez. Je ne connais pas le montant, mais ça ne doit pas être un truc négligeable. Même en France, les gens se sont alliés pour prendre les résultats 3 jours après, en 72 heures après. Et il faut s'allier. J'ai vu des agents de santé dans les rangs pour aller se faire détecter parce qu'ils ont été confrontés à des situations. Nous sommes dans une situation où on ne doit pas faire peur à cette population, mais lui montrer qu'aujourd'hui, chacun a sa vie dans ses mains.
rien que l'hygiène peut nous sauver de cette situation. Le port des masques, là, il paraît que c'est pour un temps aussi donné. Oui. Et qu'il faut changer. On gère ça comment? Évidemment, je vous donne des exemples que des gens lavent leur masque aujourd'hui à usage unique pour porter, alors que vous voulez faire une activité. Avant, comment est-ce que nous on porte le masque pour aller au bloc opératoire? Nous craignons contaminer le malade par notre bouche, par notre main, parce que l'homme a de microbes en lui en permanence, sur la langue, dans la bouche, excusez-moi, dans l'anus, excusez le vagin. Il y a des microbes partout, dans notre visage, dans notre main. C'est pour ne pas contaminer le malade que nous portons, nous nous protégeons, pour ne pas contaminer le malade. Mais aujourd'hui, c'est celui qui ne veut pas être contaminé, qui porte et qui ne sait même pas comment faire pour porter. Donc chacun doit prendre suffisamment ses responsabilités en cette matière pour aider les décideurs à ce que... Vous parlez de respirateurs, 200 respirateurs. Quand les gens parlent, on n'a pas de respirateur, on n'a pas de ça, je me dis, il n'y a rien qui puisse remplacer la prévention. Absolument. Il n'y a rien qui puisse remplacer la prévention. Le Mali, ce matin, j'ai entendu que le Mali a eu 56 respirateurs fonctionnels installés. J'ai appris aux États-Unis d'Amérique que Trump a fait installer 1000 lits. Ils ont construit à 1000 lits en même temps. Beaucoup de choses. Tout le monde se prépare. Si le Bénin a le courage de commander effectivement 200 respirateurs, c'est un courage. Je ne veux pas savoir le montant, c'est un courage. Mais on intube et on entretient des gens pour les faire respirer artificiellement par des spécialistes bien entraînés. Et c'est des gens qui sont incapables de respirer. C'est ceux-là qu'on amène déjà au niveau... Et on ne sait pas combien de jours chacun va faire sur ce respirateur. Dire, autant éviter d'en arriver à cette étape-là. Autant éviter d'en arriver à cette étape. Vous avez aujourd'hui l'essentiel avec vous pour faire le travail déjà. Vous parlez des gants, des masques. Ça peut aller à l'étape actuelle. Il vaut mieux appeler à plus de patriotisme dans ce sens-là. Oui, depuis hier, je dirais, parce que je l'ai vécu aujourd'hui, j'ai commencé, on nous a distribué de ces gels hydroalcooliques, on nous a garanti de bavettes par jour, et tout ça, je pense que les dispositions sont en train d'être prises petit à petit vers l'agent de santé, mais il faut renforcer pour que nous soyons en sécurité. Moi, j'ai eu des agents de santé qui ne sont pas de mon hôpital aujourd'hui et qui m'ont demandé si je peux leur trouver de bavettes, tout ça. Donc, nous devons nous protéger, mais il faut que la population soit éduquée. Et avec ou sans bavette, il faut que chacun se prépare pour dire ce qui se passe dans les airs. Les particules sont partout. Je dois éviter au maximum de me promener. Je dois rester chez moi. Je dois observer. Qu'est-ce qui coûte à quelqu'un aujourd'hui? Devant sa maison, il a de l'eau et de savon. Je ne lui demande pas de mettre de serviettes. Il a de l'eau et de charbon. Si vous devez rentrer dans la maison, vous devez vous laver les mains. Qu'est-ce qui coûte à quelqu'un de le faire? Si un enfant sort, il revient, il doit pouvoir se contrôler, se laver les mains. Qu'est-ce qui nous coûte par rapport à ça? Et chacun doit vivre dans un environnement sain, de plus en plus sain, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que quelqu'un a déposé ses particules dans les airs. Il y a 3 heures, je ne sais pas. Donc nous devons éviter au maximum. Des mesures pratiques que chacun peut observer. Un rôle qui est dévolu à tous, mais l'État n'oublie pas de jouer les siens. Il est établi pour compter, ça c'est les dernières mesures prises par l'autorité, pour compter du 30 mars 2020 à 0h, un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie, que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Sebekodi, Porto-Novo, Promisrité et Adra, en vue de les isoler du reste du pays. Je vais retourner d'abord vers Fidèle Kikan par rapport à cette disposition avant de venir vers l'agent de santé. Voilà l'une des mesures que le gouvernement a récemment prises pour essayer d'apporter un plus-value dans les stratégies à mettre en place pour endiguer ou freiner un tant soit peu le mal. C'est déjà plus rassurant que les 11 premières mesures. Et il y a un aspect qui a frappé quand les 11 premières mesures sont tombées. D'ailleurs, c'est clair, ça paraît un peu de l'improvisation. Et puis, c'était pas smart. Parce que quand on dit, on demande aux restaurants, aux bars et aux transports communs de respecter la distance de 1 mètre dans notre contexte actuel. Donc, c'était des mesures difficiles à évaluer. Je pense que les dernières mesures sont déjà beaucoup plus concrètes, mais qui manquent encore des précisions pour être évaluées. Parce que quand vous parlez sauf stricte nécessité, et que c'est des militaires que vous mettez devant, qui vont
soit déterminé, alors dans ce moment-là, la nécessité, le strict nécessité, il risque d'avoir des incompréhensions et des abus. Autant être plus clair. Et moi, je pense, on aurait pu éviter tout ça si très tôt, on avait compris le message et qu'on avait anticipé et qu'on avait vu en face les faiblesses de notre mécanisme, de notre système sanitaire. Écoutez, le système sanitaire aujourd'hui, même avec 200 respirateurs, appareils d'assistance respiratoire, ça ne marchera pas. Je vous compte quelque chose que j'ai vécu il y a quelques semaines. À Cotonou, oui. On a appelé le SAMU. J'avais un souci. On a appelé le SAMU. On a appelé les ambulanciers privés. Depuis 11 heures, le premier qui s'est présenté à 22h moins. Non mais... À Cotonou. Donc, imaginez-vous déjà. Vous avez bien fait de donner le cas des gens qui risquent d'être à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît que des gens contaminés qu'on a mis là. Mais ceux qui sont à la maison, ceux qui sont peut-être touchés dans la population, encore qu'il y a un autre phénomène du comportement du virus, où les gens qui sont sous anti-inflammatoires et autres ne vont pas vite développer les symptômes. Donc, notre système de santé étant faible, nos dirigeants ont péché par le fait qu'ils ont traîné. Et ça, quand ça va éclater, ils en seront responsables. 200, c'est bon. Et autant maintenant que les 10 milliards, là, qu'on le mette dans la prévention et qu'on associe aussi les acteurs sociaux qui s'y connaissent en matière humanitaire et d'urgence. Le comité gouvernemental, j'espère qu'il y a les acteurs sociaux dedans, mais j'ai posé quelques questions autour de moi, je n'en ai pas trouvé. En tout cas, pour ceux que je connais, d'experts en urgence ou en humanitaire. Et le rôle du ministère des Affaires sociales pour la communication de proximité dans tout ça doit être prépondérant. Maintenant, la question de pénurie des outils ou de protection de première nécessité, on peut être aussi imaginatif. C'est pour ça que nous, dans notre communiqué, on disait qu'on encourage les autorités à réinventer les méthodes de communication et de prévention. Nous avons les écoles et professionnelles et techniques. On peut les solliciter. Le mécanisme là, de lavage des mains qu'on voit dans les écoles, qui coûtait 25 000, est passé à 60 000 aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser une partie de ces 10 milliards-là, si ce n'est que les 10 milliards que nous avons, de solliciter ces écoles-là, de les fabriquer et d'en mettre quelques échantillons? J'ai appris que la Loterie nationale a donné 100 échantillons aujourd'hui au ministère, mais ces écoles-là peuvent être mises à contribution, pour produire aussi le gel hydro. Voilà des solutions très simples, endogènes, qu'on peut trouver en associant les acteurs sociaux pour que le message passe aux citoyens le plus reculés. Parce que ce n'est pas que de l'anecdote, les gens ce que nous attendons avec un peu de gingembre, avec un peu de sourabi, les gens y croient. Et ces genres de discours, ce n'est qu'en agissant et à proximité qu'on peut réaliser. Voilà. Merci beaucoup pour ces contributions bien notées, j'imagine. Oui, mais quelques précisions pour les téléspectateurs. Il y en a qui se perdent un peu. Quand on prend cette mesure qui parle des communes qui seront bientôt en isolement et on parle de cordon sanitaire autour des communes de façon précise, qu'est-ce que ça signifie? Exactement. Avant de venir sur cette question, sinon je vais oublier, je voudrais rassurer les Béninois que la France produit de l'alcool plus que le Bénin. La France est un grand pays producteur de l'alcool. Que les gens ne s'illusionnent pas. Dans le degré encore plus fort. Pour dire que l'alcool va régler un problème de coronavirus. Je ne pense pas. Je n'ai aucune donnée scientifique là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas aller sur ce terrain pour dire à ces gens. Il y a le fait même que vous buvez de l'alcool ou vous prenez certaines choses que vous comprenez là, qui vont diminuer même votre immunité. Et le virus n'attaque que les organismes faibles. C'est en cela que vous allez comprendre la résistance des enfants ou des plus jeunes. Et je voudrais remercier le gouvernement pour avoir vu juste de mettre les retraités de plus de 60 ans à la maison. Et là, il faut être rigide. J'ai entendu des commentaires pour dire que
les gens, les Chinois ou les Français ou les Américains veulent renouveler la classe politique, ils sont en train de renvoyer les vieux. C'est pourquoi on veut tuer un peu, les jeunes vont rester pour refaire le monde. Absolument pas. Lorsque vous êtes diabétique, lorsque vous avez le sida, hépatite, et que votre organisme est déjà faible et n'a plus d'anticorps suffisamment pour faire face aux microbes, vous mourrez vite. Je crois que, je ne sais pas dans quel pays, ils avaient parlé d'un diabétique qui est vite décédé. Il faut comprendre que ceux qui ont des maladies chroniques se méfient suffisamment. Et les gingembre que les gens conseillent qu'on sorte, c'est des produits pour renforcer l'immunité, vous donner beaucoup de force pour pouvoir affronter cette truc-là. Il y en a plein. Il y en a plein. Et je crois qu'il ne faut pas tout négliger, mais il faut refuser ceux qui pensent que l'alcool peut faire quelque chose. Le cordon sanitaire, je pense que cette mesure qui est nouvelle dans tout ce qui est pris comme à l'international, je pense que c'est réfléchi, c'est circoncis le mal. Aujourd'hui, si vous appelez vos villages et qu'on sort pour dire je viens, les gens de village vont commencer par avoir peur de vous-même. C'est circoncis le mal, à mon avis. Nous, qui sommes au niveau des frontières, surtout ici, et à l'aéroport, et les voies là, mettons-nous ici, soyons rigides par rapport aux entrées et aux sorties, pour que tout ce qui est là comme catastrophe puisse être géré sous 2 semaines. D'abord, moi je pense que c'est génial. Et la crainte, je partage bien la crainte de mon confrère de l'Amnesty International, que ces militaires qu'on a déposés là, en principe, doivent avoir tout un dispositif. Et si nécessité, vous devez traverser nécessairement cette frontière, on devrait vous donner tous les dispositifs nécessaires afin que vous n'entrez dans ce cordon sanitaire. C'est très important. Se laver les mains au gel hydroalcoolique, tout devait être là pour que la nécessité soit absolue avant que vous ne quittiez Abomey et traversiez la Dame pour Cotonou. Et vous savez, dans les autres pays, vous voyez ce qui s'est passé, les pays où les gens sont bien instruits, vous devez télécharger un formulaire, donner ce pourquoi vous devez faire quelque chose et vous devez avoir l'autorisation là avant de quitter. Je crois qu'il ne faut pas blaguer ces militaires, ces agents ces forces de l'ordre qu'on doit déposer à ces niveaux, qu'il n'y ait pas de faille. Sinon, lorsqu'un malade rentre sur un territoire, il est un germe, il est l'ensemble de germes. Et quand on parle de virus, c'est de la multiplication à outrance. Tout microbe, c'est de la multiplication à outrance, à tout moment. Et le malade est considéré comme un réservoir, un germe. Et j'en appelle encore au sens de la responsabilité de tout le monde. Lorsqu'un menuisier meurt, c'est le même impact social dans sa famille qu'un ministre meurt. Ils ont tous perdu des membres de leur famille. Donc la mort du président, la mort du ministre, la mort du député et la mort de chacun d'entre nous. La mort, c'est la mort. À l'étape où nous sommes, si chacun ne rentre pas dans la danse avec ses moyens, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, qu'il soit force de l'ordre, agent de santé, chacun ne rentre pas dans la danse pour dire la santé des autres me préoccupe, ma santé me préoccupe, nous allons en partir. Et jusqu'à présent, moi j'ai l'impression que ça n'a pas commencé au Bénin. Vous avez l'impression? J'ai l'impression. Il faudra quoi pour que vous soyez rassuré que ça a commencé? J'ai l'impression que ça n'a pas commencé parce que c'est timide. Si c'est notre prévention qui est aussi efficace, nous devons nous en féliciter. Mais nous devons nous préparer au pire, comme l'OMS l'a recommandé. Nous devons nous préparer. Se préparer au pire, le gouvernement, suite à ces appels incessants, finalement, a décidé de congés anticipés pour les apprenants. Fidèle Kikan, vous étiez de ceux justement qui appelaient à ce que les enfants puissent rester à la maison. Ces choses faites. Oui, mais une fois encore, félicitations parce que ça s'est amélioré. Apparemment, on prend conscience. Mais j'ai l'impression que dans cette affaire, on oublie qu'une seconde de perdu, c'est des dizaines de vies. Donc on n'a pas de temps à perdre. Pourquoi est-ce que cette mesure, c'est le gouvernement qui fait la planification? Et si même on devait interroger l'espace UMOA, parce que nous avons un certain alignement, aujourd'hui c'est un mal planétaire. Et donc pourquoi est-ce que la décision ne pourrait pas être immédiatement applicable? On a vu d'abord le gouvernement interdit à d'autres entités qui avaient pris l'initiative, et après maintenant le gouvernement se rattrape. C'est déjà pas mal. Mais la grande peur que j'ai, ce n'est pas que les élèves non plus. Il y a les marchés,
C'est déjà bien qu'on ait réglé la question des transporteurs, enfin du transport en commun, le cordon sanitaire. Il y a les marchés, il y a les ateliers. Quand vous parlez des marchés, vous demandez quoi? Qu'on ferme les marchés? Je pense qu'il faut... Je ne peux pas réfléchir à la place des gouvernants. Oui. Mais si vous devez conseiller, vous diriez par rapport au marché? Je dirais qu'il faut peut-être rationaliser. Peut-être pas un confinement total, mais qu'il faut avoir peut-être 1 ou 2 jours de la semaine où c'est autorisé dans une certaine proportion que les gens sortent pour aller se ravitailler et que ce qui doit être fermé soit fermé. Parce que même quand on parle de lavage de mains, j'ai un petit garçon qui m'a fait une réflexion. Parce qu'il y a une vidéo qui circule où un Chinois laissait ses sécrétions par terre. Nos chaussures qui rentrent à la maison, là, ne rentrent-elles pas avec tout ça? Donc, quand vous laissez les marchés, vous laissez les ateliers, alors que vous savez très bien qu'il y a presque plus d'enfants et de jeunes dans les ateliers que dans les écoles, j'ai l'impression qu'on n'y est pas encore. C'est vrai, il faut protéger l'économie, mais c'est les hommes qui font l'économie. Donc, je pense qu'il faut continuer la réflexion et impliquer tout le monde. Le comité ne devait pas être que gouvernemental. J'espère que déjà même gouvernemental, que c'est intergouvernemental et qu'un ministère comme le ministère des Affaires sociales a aussi une place de lead à jouer dedans. Et qu'après ça, les acteurs sociaux soient intégrés. Maintenant, la grande peur en tant qu'amnistie que nous avons, oui. Dès qu'on parle des forces de défense et de sécurité, vous avez vu ce qui a commencé à se passer au Burkina Faso. Oui, oui. Ça, ces genres des actions, pour nous, seraient intolérables. Comment ça? On demande aux gens de rester chez eux? Inacceptable. Je vous en prie. Dans toute notre constitution, a dit même en état d'urgence, les citoyens conservent encore leurs droits. Et donc, dans ces genres de confinement ou de mesures d'exception, il y a 3 principes qui sont universellement reconnus dans la mise en œuvre de ces mesures-là. Il y a la nécessité dont nous avons parlé, il y a la proportionnalité. Vous pouvez parler à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de le matraquer. Il y a la proportionnalité, il y a la légalité. Est-ce que vous avez le droit de faire de lui ce que vous êtes en train de le faire? Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que si nous, on trouve ces cas, nous serons obligés, même si c'est en défendant la propre vie de ce monsieur ou de cette dame, nous serons obligés de dénoncer ça. Donc c'est un appel de dire, ces forces de défense et de sécurité qu'on va mettre, non seulement ont besoin d'être briefées sur le phénomène, d'être outillés pour pouvoir remettre du matériel de protection à ceux qui, de façon nécessaire, doivent entrer dans l'espace protégé, mais aussi doivent pouvoir être formés en matière de ces 3 principes qu'on développe en matière d'urgence où les droits des citoyens d'aller et de venir doivent être quelque peu réduits. Donc la nécessité, oui, la proportionnalité et la légalité dans ce que nous faisons. Oui, il faut un peu de tout pour que ça se passe sans d'autres dégâts, c'est important. Exactement. Oui, pour vous, l'urgence aujourd'hui, avec toutes ces mesures déjà disponibles, comment peut-on la coordonner et avoir un bon résultat à court terme? Oui, et je pense que mon confrère a fait un avis lingué tout à l'heure. C'est pas la zone protégée qui est la zone de cordon sanitaire. Ah, ok. La zone de cordon sanitaire, c'est la zone censée être polluée. Oui, c'est vrai. C'est la zone censée être polluée. Donc, c'est les autres qui sont censés être propres. Donc, je me mets là-dessus. Et cette légèreté... On n'a plus qu'une minute. Vous allez à ce qui vous paraît très urgent à partager rapidement avec nos téléspectateurs. Ok, moi, je vais vous étonner par rapport aux enfants qu'on a dû laisser à la maison. Et lorsque vous avez partagé rapidement cette inquiétude, quand vous avez posé la question de parler, et les marchés sont plus importants à protéger que les enfants. Pourquoi? J'ai démontré aujourd'hui au collège. Tous ceux qui meurent là, ce n'est pas nos enfants entre 2 ans et 20 ans. Ce n'est pas eux. L'urgence pour moi, ce n'était pas eux. Donc le gouvernement qui a écouté enfin la population, parce que tout le monde dit gouvernement, moi je pense qu'il fallait commencer par réfléchir comment faire pour que les marchés ne s'animent plus. C'est de la catastrophe. Ça, c'est plus urgent que les écoles. C'est plus urgent. Et moi je pense, pour conclure, chacun doit prendre ses responsabilités.
le gouvernement a l'obligation d'accompagner cette population naïve, cette population qui ne comprend pas. Nous devons éduquer cette population et je pense que lorsque nous serons à la maison de tout cela, déposons chaussures, habits quelque part d'abord, lavons-nous avant d'intégrer notre maison. Merci beaucoup. Vous concluez. C'est que vous... Oui, c'est déjà heureux que le gouvernement ait compris. De plus en plus, les dernières mesures sont OK, mais il faut sensibiliser de proximité et mettre les matériaux d'utilité primaire à disposition. Protection Merci à vous, Fidèle Kikan. Merci également à vous, Vincent Oulé, chers téléspectateurs. Que vous dire? Un grand merci. Et que chacun applique ce qu'il faut pour que tout le monde se porte mieux. Cette citation, enfin, de Henri Rugier, avant de prendre définitivement congé de vous. Non, ne prie les saints qu'au fort temps de la tempête. Au-delà de tout, il y a un horloger quelque part. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, chaque jour reste une vie. Au revoir.